Dans une situation exceptionnelle où l'État, le modèle d'État qui a été mis en place depuis 1885 s'est effondré. Et ça, c'est valable pour toute l'Afrique. En Afrique, les États héritiers de la colonisation sont contestés par le peuple. Bonjour à tous et bienvenue dans cette tranche d'analyse de l'actualité en République démocratique du Congo, l'avenir du continent africain mais aussi l'avenir de la RDC par rapport aux mutations internationales. Nous en parlons avec Freddy Mulumba, lui qui a l'habitude de parler des signes de temps. C'est quoi les signes de temps? Est-ce que par rapport à cette mutation internationale ou à ces mutations internationales, l'État congolais va-t-il disparaître? Freddy Mulumba, je rappelle qu'il est écrivain, journaliste, mais aussi politologue. Freddy, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, donc le monde va basculer, on parle des grandes mutations, et par rapport à ça, souvent, vous nous dites de pouvoir lire les signes de temps pour que notre pays, précisément la RDC, ne puisse pas disparaître. C'est quoi les signes de temps? Je pense que quand je parle de signes de temps, c'est d'abord par rapport au Congo, et aussi par rapport aux mutations mondiales. Je dis d'abord par rapport au Congo. Nous sommes dans une situation exceptionnelle où l'État, le modèle d'État qui a été mis en place depuis 1885 s'est effondré. Et ça, c'est valable pour toute l'Afrique. En Afrique, les États héritiers de la colonisation sont contestés par le peuple. Ils sont États sur le papier. Sociologiquement, ça n'existe presque pas. Malgré les actions que nous faisons, malgré les manifestations, mais il n'y a pas une relation entre le peuple et les institutions qui représentent l'État. Ça, c'est le général. Revenons à l'RDC. Vous savez, dans l'histoire de notre Congo, on a connu, dans notre pays, on a connu deux États. Ce qu'on appelle l'État colonial, qu'on peut prendre de 1885 à 1960, qui a été construit par le Léopold, récupéré par la Belgique. Et cet État a connu son déclin en 1960, quand il y a eu indépendance. Les Belges qui s'occupaient de l'administration, de l'économie, de tout, sont partis. Et on est resté presque dans un vide étatique. Il y a eu des désordres de 1961, ou 1960 d'ailleurs, jusqu'en 1965. Un vide étatique. Mobutu reprend le pouvoir en 1965, le 24 novembre. Il met en place son pilier, mais qui est presque un héritage de l'État colonial. Il met en place ce qu'on appelle l'État patrimonial. Donc cet État s'identifiait à sa personne. Je pense que si vous demandez aux historiens, vont vous dire comment le parti État a évolué et comment la pensée de Mobutu, c'était... L'État zaïrois s'est confondu avec la personne de Mobutu. Cet État s'est effondré avec l'arrivée de l'AFDEL. Maintenant, nous sommes dans un vide étatique. Il y a deux livres d'ailleurs que les Congolais doivent lire. Le premier, c'est Politique in Congo, ou bien la politique, Introduction à la politique congolaise, publié par Crawford Young. Ça expliquait la situation de l'État indépendant du Congo jusqu'au Congo belge. Le deuxième ouvrage, c'est The Rise and Decline of the United States, c'est pas encore traduit en français, écrit par Crawford Young, avec Thomas Turner, qui a été publié en 1984 à l'Université de Wisconsin. Donc, ce sont l'État patrimonial de Mobutu et l'État colonial du Congo belge. Maintenant, nous sommes dans un vide. L'AFDEL est arrivé, il a balayé tout ce que Mobutu avait fait. Il y a des coins du Congo qu'on ne contrôle pas. Il n'y a même pas ni policiers, ni administration. Donc ce modèle est arrivé à la fin. Donc quand je dis qu'il faut voir le signe de temps, savoir qu'est-ce qui est essentiel. Ici, le problème, c'est comment reconstruire, réinventer un nouvel État. Ça signifie un État qui a des racines dans la population, qui est là pour protéger la population, qui est là pour rendre le peuple heureux. Et pour cela, il faut des élites qui doivent être formés pour cela, et donc pour être au service du peuple, mais aussi au service de l'État. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On a des élites qui sont au service d'intérêts étrangers et
qui mangent, donc qui travaillent pour manger. Ça, c'est lire les signes des temps actuellement. Donc, il faut réinventer un nouvel État avec une nouvelle élite. C'est ça, lire les signes des temps par rapport à nous. Deuxième élément, c'est ça a mal coïncidé pour le Congo et pour l'Afrique. Des grandes limitations. Le monde a basculé. Il y a des puissances qui émergent. Et l'Afrique qui a passé 5 siècles, le Congo aussi, sous domination occidentale. Aujourd'hui, l'Occident n'a pas le monopole, ni de l'argent, ni de la puissance. L'hégémonie occidentale s'effondre. Mais pendant cette période, on avait imposé une certaine vision, une certaine valeur libérale occidentale, qui faisait, on peut dire, des normes mondiales. Aujourd'hui, les Chinois contestent ces normes, vous avez les Indiens qui contestent, vous avez la Russie qui conteste. Donc nous sommes dans un tournant historique. Il y a l'incertitude. Donc, face à cette situation, il faudrait que les Africains, en tirant les leçons de l'histoire, essayent un peu de construire ce qu'on appelle de nouveaux paradigmes, de nouvelles pensées, au lieu d'attendre toujours que les autres fassent produire des pensées à nous imposer à nous, des modèles à nous imposer à l'Afrique, au Congo. Il faudrait que les Africains, les penseurs africains, essaient un peu de penser l'Afrique, penser la société africaine, penser l'État africain, repenser l'État africain, de façon à ce qu'on construise des États pour nous, pour le bien de notre peuple, et c'est là que ce soit dans un cadre un peu ce qu'on peut appeler les États-Unis d'Afrique. Parce que le monde de demain, c'est un monde violent. Mais vous parlez des penseurs africains. Je vais mettre l'accent sur les penseurs congolais. Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce que vous sentez un sursaut intellectuel pour pouvoir quand même faire face à ces grandes mutations? Parce qu'il faut se préparer au changement, à ces mutations, mais on sent qu'on n'est toujours pas prêt. Quand est-ce que ces paradigmes doivent être mis en place? Je pense que les choses sont déjà faites. Il faut lire les penseurs comme Mudimbe, comme Ngal. Il y avait des grandes pensées ici. Celles qui étaient ouvertes sur le monde, Ngal était beaucoup plus africain. Ceux qui ont étudié à Lubumbashi savent très bien cette compétition entre ces deux grands penseurs. Mandor de Mudimbe, vous avez Mabika Kalanda qui avait écrit Remise en question. Ça, c'est les classiques. Combien de gens lisent ça? Même les hommes politiques ne lisent pas de tels ouvrages. Ce n'est pas pérennisé. Oui, le problème, c'est quoi? Nos hommes politiques, ou bien nos intellectuels, pensent par la procuration. Ce sont les pensées des autres. On a ignoré totalement nos penseurs africains. Or, on ne peut pas gérer un État sans se référer aux pensées autochtones, autonomes. Donc, il faut aller s'inspirer dans ce que les philosophes, les penseurs, les historiens ont produit. Or, nos hommes politiques, ils préfèrent prendre ce que l'Occident ou bien d'autres peuples nous imposent. Donc, ils reproduisent les pensées des autres. Donc, ce qu'on dit, ils pensent par procuration. Donc, les pensées existent. En sein du Congo, je vous parle de Mabika Kalanda, de Mudimbe, vous avez Ngal, vous avez Kamana, vous avez Pius Ronou Kachama, vous avez Ngonda Bida. Il y a beaucoup de penseurs ici. Est-ce que nos hommes politiques, la classe politique congolaise, discutent avec ces penseurs, avec ces philosophes? Non. Mais ils préfèrent écouter ce que les étrangers, les penseurs étrangers viennent leur imposer comme idée. Et dans ces conditions, il serait très difficile de construire une Afrique autonome, autochtone. Impossible. Et tant qu'on ne se réfère pas aux penseurs africains, à la pensée africaine, il n'y a pas de salut. Donc le travail à faire aujourd'hui, c'est la remise en question. Il faut aller, ce qu'on dit, il y a des pensées de la Renaissance africaine, le panafricanisme. Voilà les paradigmes qu'on a aujourd'hui. C'était des paradigmes pour remettre en cause les pensées coloniales, qu'on disait qu'on est inférieur, nous sommes proches des bêtes. Donc on avait construit ces paradigmes pour nous dominer. Mais comment construire ces paradigmes, comment les faire partir? C'est construire le paradigme de la Renaissance africaine et du panafricanisme pour permettre aux Africains de se mettre debout. Ça aussi, j'ai dit, lire les signes des temps. Le monde a basculé, le monde de demain, ce sont des mondes de grandes civilisations. Ce qui est frappant, quand vous lisez le président chinois, Xi Jinping, il pense à partir des philosophes chinois. On vous parle des plus grands Confucius. Et vous allez voir dans tout ce que les présidents chinois parlent, vous avez des proverbes chinois, comment dirais-je, des déclarations de grands penseurs tels que Confucius. Donc, le soubassement est culturel. Vous prenez Poutine. Poutine, c'est la même chose.
Aujourd'hui, Poutine, comment dirais-je, pose des actes politiques par rapport aux pensées de Russes qui ont pensé la société russe, la politique en Russie. Obama, la même chose. Il va vous parler qu'il a lu beaucoup de penseurs américains. Mais aussi, comme il a d'origine africaine, il a lu Franck Fanon. Donc, on ne peut pas gérer un État, gérer des institutions, sans avoir des penseurs de base, ce qu'on appelle des classiques. Donc, si nous voulons demain que l'Afrique se mette debout, que l'Afrique commence à compter dans ce monde qui est presque, dans ce monde incertain, il faut produire des paradigmes venant des penseurs africains. Ça ne veut pas dire qu'on va s'enfermer sur nous-mêmes. On peut s'ouvrir, on peut s'enrichir des autres. Mais la base, les classiques sont nos penseurs. Mais tant qu'on vit par procuration, tant qu'on pense par procuration, je vous dis que nous serons toujours les esclaves des autres. Et ce qui est curieux, c'est de voir que l'Afrique, c'est le banlieue de puissance. Centrafrique, oh non, les Russes sont dedans. Vous partez, les Américains sont dedans. Vous partez là-bas, les Arabes sont dedans. L'Afrique est occupée par des forces extérieures. Est-ce que les Africains réfléchissent encore? Les Africains passent leur temps dans des guerres politiques, au repositionnement. Les intellectuels veulent intégrer la politique. Je dis c'est la faute. C'est la faute aux intellectuels. La pensée c'est dramatique elle-même. Il faut que les intellectuels se posent une discipline, donnent la pensée aux hommes politiques qui doivent suivre. Un homme politique n'a pas le temps d'aller faire des recherches. Un homme politique est là pour poser des actes, prendre des décisions pour le bien-être de la population. Le penseur est là pour, les intellectuels, les philosophes, pour produire la pensée, afin de permettre à l'homme politique de se ressourcer partout dans le monde entier. Et si les hommes politiques n'en tiennent pas compte? Mais il faut les imposer. En faisant. C'est d'abord mobiliser le peuple. Comment ça? Comment? C'est d'abord les médias. Il faut que les médias soient contrôlés par les intellectuels. Parce que les médias qui formatent l'opinion. C'est important. Et la chance que nous avons en dehors des penseurs, vous avez la pensée de Lumumba, la pensée de Kasavubu, la pensée de Mobutu, la pensée de notre Kim Pavita, vous avez Kimbangu, vous avez Mosé Kabila. Donc, au moins, du côté politique, il y a déjà des idées. Quand on vous dit, par exemple, Tshisekedi vous dit le peuple d'abord, normalement, c'est le travail des philosophes qui devraient aller voir ce que signifie le peuple d'abord. C'est un peu de conceptualiser, de produire toute une pensée. Quand Mosé vous dit ne jamais trahir le Congo, ça signifie quoi? C'est base de telles pensées, de telles déclarations politiques, il faut que les philosophes travaillent pour formaliser ça et enseigner aux enfants. Quand on vous dit le peuple d'abord, ce n'est pas voler les pays, ce n'est pas travailler pour les autres. Quand on vous dit qu'il ne faut jamais trahir le Congo, ce n'est pas de travailler pour les étrangers. Voilà. Donc sans la pensée congolaise africaine, il n'y a pas de salut pour l'Afrique et pour le Congo. Voilà, construire donc de nouveaux paradigmes, la pensée africaine, la pensée congolaise, pour pouvoir faire face aux grandes mutations qui s'annoncent et qui sont irréversibles. Freddy Mulumba l'a dit. Merci Freddy pour cette analyse. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre. Au revoir et à la prochaine. Sini